Merci à tous et bonjour à toutes et à tous. Et merci Seb pour l'intro. C'est la première fois pour moi, ça fait quelque chose. Vous savez que ce gars, c'est mon boss en fait. Enfin, c'est dingue. Aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet qui fait énormément parler de lui, la GenAI, vous en doutez. Et on va surtout voir comment la GenAI peut s'intégrer dans des use cases retail. Alors je sais que pour nous, développeurs, alors à vue de nez, comme ça, levez la main, vous pouvez allumer la salle s'il vous plaît, à vue de main, qui est développeur? Ah cool. Donc nous, les développeurs, quand on entend le terme GenAI, ça fait un petit peu buzzword, un peu trop hype en ce moment, on l'entend un peu partout, à toutes les sauces, et peut-être que certains en sont un petit peu vannés en fait de ce mot. L'idée de ce sujet, c'est de démystifier un petit peu tout ça, de voir que ce n'est pas juste une lubie technologique et que derrière ce buzzword, il y a des applications concrètes qui sont déjà implémentées chez de grosses entreprises. Alors c'est parti. J'avais prévu une petite slide d'intro, mais je pense que Seb a fait le taf. Ce que je veux vous dire quand même, c'est que je suis profondément convaincu quand même que cette techno ici, la GenAI, va révolutionner en fait le secteur du retail. Bien d'autres secteurs aussi, mais ça nous concerne un petit peu moins sur la métropole. Et je suis ici pour vous partager non pas une façon de voir les choses, mais plutôt des premiers retours de veille, mes premiers retours d'expérience de choses que j'ai pu construire avec mes clients. Alors la GenAI, c'est quoi? On va commencer par un petit peu d'histoire, je suis sûr que vous êtes passionnés par ça, en plus Tiffaine en a parlé beaucoup, donc je vais essayer d'être à la hauteur. Je vais peut-être rentrer un peu moins dans les détails, mais la GenAI, ça trouve ses racines dans les années 60. Alors c'est pas nouveau, avec des programmes comme ELISA. ELISA qui était en fait un premier outil de conversation autonome. 1960, qui était né. Pas grand monde, ok. Cependant, on a été beaucoup plus loin en fait qu'ELISA, notamment avec la naissance des réseaux de neurones profonds, avec les architectures de type GAN autour des années 2010 et les transformers qui ont vraiment révolutionné en fait ce domaine en 2017. Alors ces avancées ont permis de créer des modèles capables de générer du contenu. On parle de génération de texte, de génération d'images. On peut même faire du son, de la vidéo. Et ce qui nous intéressera, nous, principalement, c'est le code. Ces solutions, au fil du temps, la qualité produite par ces solutions, est meilleure en fait au fil du temps. Donc au plus vous allez utiliser ces solutions, au plus vous allez voir en fait qu'elles amènent une vraie qualité au-delà de l'aspect buzz. Aujourd'hui, pour nous, les développeurs, c'est quoi la GenAI et comment on l'utilise au quotidien? Donc, il y a les outils dont on parlera peut-être un peu plus tard, mais dans nos applications, ce qu'on souhaite finalement, c'est utiliser ces solutions telles quelles. Donc, on va reprendre des modèles des entreprises qui les publient, OpenAI, Google et d'autres plateformes spécialisées, et nous, on va utiliser ces API et juste les intégrer dans nos applications. On va envoyer une requête, on attend une réponse en quasi temps réel. Ça dépendra du modèle que vous utilisez, on fera plusieurs démos dans la journée. Ce qui est important de retenir, c'est que cette approche simplifie grandement finalement l'utilisation de modèles très complexes pour nous, en s'affranchissant d'une grosse partie de la complexité en fait, technique derrière ces modèles. On n'a pas besoin de se soucier de l'infrastructure d'entraînement et de mise à disposition, on n'a pas besoin de se soucier de la maintenance, on n'a pas besoin de se soucier du réentraînement des modèles, tout ça, ça devient automagique finalement pour nous. Premier buzzword que j'ai réussi à classer. Au-delà de ça, ce qui est important en fait, c'est que nous, développeurs, on peut intégrer des capacités jusqu'ici assez précises, assez avancées, sans avoir de compétences en machine learning. Alors, parce que j'aime bien connaître mon public, on va faire un petit tour d'horizon. Allez, j'ose. Levez-vous. Merci. Alors, quand vous n'êtes plus dans la cible, vous vous asseyez, ok? Ou plutôt l'inverse. Quand vous êtes dans la cible, vous vous asseyez. Qui a déjà utilisé des agents IA à développer son propre agent? Et un agent, c'est une solution autonome qui fonctionne à base de GenAI, qui va faire plusieurs appels, qui va appeler des outils aussi, et qui va permettre de résoudre des problèmes complexes. Donc pas grand monde qui s'est assis, normal. Qui a déjà utilisé un outil de génération de vidéos, de génération d'images? Ouais. Il reste encore quelques-uns debout. Ce qui est intéressant avec ces solutions, c'est qu'à base d'une description textuelle, on va avoir quelque chose qui va s'animer sous nos yeux en quelques secondes. Et ça, c'est vraiment dingue. Vous avez tous eu ce petit effet démo du « waouh ».
Comme on est un public de dev, qui a déjà utilisé des solutions d'assistant dev, type Copilot, type Code Assist, type, peut-être un peu plus avancé, Claude Code? Il en reste encore. Et normalement, il ne devrait plus y avoir grand monde debout, qui a déjà utilisé un chatbot conversationnel, ChatGPT, Gemini et autres? Vous me rassurez. Et c'est vraiment ces modèles, en fait, qui sont à l'origine du buzz qu'on entend autour de la GenAI. C'est par la mise à disposition de ChatGPT, en fait, qu'on a commencé à vraiment parler de tout ça. Alors, en ce début de sujet, il y a un truc quand même que j'aimerais éclaircir avec vous. La GenAI, et on dit bien la GenAI, coucou Tiffaine, n'est pas une menace, c'est une opportunité. Et une opportunité de quoi? Une opportunité en fait de transformer votre business, d'innover plus rapidement et de créer peut-être de nouvelles expériences avec vos utilisateurs. Quand je parle d'utilisateurs, c'est vos clients finaux, mais aussi les utilisateurs que vous pouvez avoir de vos solutions en interne dans vos missions quotidiennes. Alors, pourquoi c'est pertinent? Premièrement, parce que l'adoption de la GenAI est fulgurante. Google Cloud a communiqué un facteur x6 du nombre de use cases en production sur leur stack en un an. C'est-à-dire que les cas d'usage ont été multipliés par 6, et c'est des vrais cas d'usage. Des vrais cas d'usage qui montrent qu'on n'est pas sur un petit buzz, on est sur une vague de fond qui va vraiment transformer les organisations. Et cette vague de fond, quand on édite un petit peu les utilisateurs, on se rend compte que 87% des acheteurs qui ont testé des solutions GenAI dans le retail sont hyper satisfaits de cette solution. Deuxième point, c'est que pour les entreprises aujourd'hui, ce n'est pas ou ce n'est plus un gadget, la GenAI. C'est vraiment un levier stratégique qui permet de transformer la façon dont elle fonctionne. On va travailler l'efficacité, on va être dans une démarche d'innovation, mais surtout on va réinventer en fait notre relation avec le client. Les agents IA dont je parlais tout à l'heure sont finalement les nouveaux héros de l'histoire de la GenAI. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut identifier. On va pouvoir construire facilement, avec quelques appels d'API, un petit peu de code, Python, Java, ça dépendra de ce que vous préférez, des workflows assez complexes qui vont permettre en fait de fluidifier pas mal de processus qui aujourd'hui étaient soit développés par vous avec des machines à état ou des choses avec énormément d'algorithmies. Là, on va déléguer cette partie-là aux agents IA. Et enfin, et c'est peut-être le plus cool pour nous, c'est que cette révolution, en fait, elle est à portée de main pour les développeurs. Grâce à des plateformes comme Vertex AI, pour prendre un exemple que je connais plutôt bien, on a la possibilité en fait, d'intégrer ces super modèles directement dans nos applications en s'affranchissant de toute la complexité qu'il peut y avoir autour. Tout ça nous montre que c'est une démocratisation sans précédent des capacités de l'IA qui s'offre à nous aujourd'hui. Alors après avoir posé ce cadre général de ce qu'est la GenAI et pourquoi elle est pertinente dans le retail, on va regarder quelques use cases qui vous montrent, qui vont peut-être vous ouvrir l'esprit sur comment transformer concrètement au quotidien ce que vous faites dans vos entreprises. Le premier cas, où la GenAI ne se contente pas finalement d'optimiser mais révolutionne littéralement l'expérience, c'est le service client. On nous promettait un futur où on avait une approche très conversationnelle avec nos clients, etc. Ce futur, c'est déjà aujourd'hui pour de nombreuses entreprises. J'en ai listé quelques-unes. On va parler par exemple de Klarna, qui est un cas d'étude qui est assez impressionnant. Chez Klarna, ils ont un agent IA qui gère aujourd'hui les 3/4 des interactions clients, et ce, dans 35 langues. Imaginez construire ce type de solution. La réalité derrière, c'est un LLM multilingue couplé à une base de connaissances des différentes caractéristiques que proposent les produits Klarna et une gestion des intentions qui est portée par le LLM. Ici, ce qui est important de retenir, c'est que la rapidité de réponse et la satisfaction ressentie par les utilisateurs est équivalente à ce que des humains pouvaient proposer. Donc ici, on va vraiment améliorer en fait le geste et enlever une partie une partie de tâches répétitives des utilisateurs pour se focaliser sur des tâches beaucoup plus intéressantes. Il y a peut-être des clients de Carrefour ici. Carrefour a développé une solution qui s'appelle Hopla, qui intègre en fait l'IA conversationnelle directement dans l'expérience d'achat quotidienne. Donc quand vous faites vos courses, l'IA est là pour vous aider, pour faire vos courses de manière plus pertinente, avec une approche peut-être plus personnalisée, en se basant sur ce que vous connaissez. Et enfin, on peut aussi parler d'Unilever avec le produit Alex, qui permet au centre clients d'automatiser aussi un certain nombre de tâches répétitives pour accélérer les traitements et apporter des réponses beaucoup plus rapides en fait, à leurs clients.
Ces exemples montrent ici que on va créer une expérience qui va être beaucoup plus fluide, qui va pouvoir être personnalisée en fonction du client et de son besoin, et d'éviter en fait les tâches répétitives où l'humain finalement n'a pas beaucoup de valeur ajoutée. Et pour vous montrer un petit peu comment on va pouvoir faire ça, hop, éviter de me perdre dans mes écrans, je vais vous proposer une première démo. Hop. Je vais utiliser pour ça notre plateforme d'IA générative chez Sphere qui s'appelle Raise. Et dans cette plateforme, on a la capacité de créer des assistants. Donc j'ai créé un assistant pour ce use case qui va imiter ce que fait l'assistant Alex d'Unilever. Quand on regarde le contenu, c'est lisible au fond? Bon, il râle pas, ça doit aller. On explique ici uniquement au LLM. Donc ici, le LLM, c'est un LLM standard, c'est du Claude Sonnet. On lui dit juste, tu es dans ce contexte-là, et voici la manière dont tu dois interagir. Et je n'ai pas donné plus d'informations à ce LLM, il n'est pas surchargé, je ne lui ai pas donné de base de connaissances, je ne lui ai pas donné de moteur d'intention, je ne lui ai rien donné. Et je vais me baser comme étant un client d'Unilever, et je vais lui envoyer un petit mail à Unilever en lui disant que je suis intéressé par les produits, mais je suis un peu perdu, et j'ai besoin d'informations complémentaires. Ici, la plupart du temps, il y a des gens qui prennent du temps, qui répondent, qui donnent les bons liens, etc. Mais c'est assez chronophage finalement. Ce que va permettre le LLM, c'est de proposer ici 3 types de réponses. Et l'utilisateur, l'administrateur de Alex, finalement, pourra choisir quel type de réponse. Et donc là, on a une réponse qui est assez courte, une réponse assez moyenne, et une réponse beaucoup plus longue, où je vais rentrer énormément dans le détail de pourquoi ces produits-là pour ce client-là. Ce qui est intéressant, en fait, avec ce type de solution, je vous ai dit que je n'ai pas customisé ce modèle, c'est vraiment le modèle tel quel, vous pouvez l'utiliser aussi, c'est que, naturellement, je l'ai plugué, en fait, à Internet. C'est la seule chose que j'ai fait, et vous voyez, en fait, qu'il a ajouté des liens. Si vous regardez le petit lien qui est généré en bas, c'est vraiment le lien qui pointe vers le produit. Donc, automatiquement, le LLM est capable d'aller cruncher de l'information sur Internet et de me l'amener. Tout ça pour vous dire que, rapidement, on est capable, finalement, de créer ce type d'assistant. Et je parle bien d'assistant. Un autre cas pour ce type d'assistant, c'est de dire, OK, tu sais me donner des informations sur les produits, mais moi, j'ai bénéficié d'une campagne où je pouvais me faire rembourser du déodorant Dove dans mon magasin Carrefour. Et donc, je vais faire la même chose. Je vais envoyer un deuxième message, hop, où ici, je dis, en fait, j'ai demandé un remboursement, j'ai pas de suivi, où ça en est? Et ça, les services clients gèrent ça des centaines de fois par jour. Ici, Alex, ce que fait Alex, c'est qu'il va retrouver en fait les différentes informations liées à ma demande de remboursement. Alors ici, il faut quand même noter que le numéro de ticket est fake, et il me donne les différentes conditions en fait de remboursement. C'est-à-dire que automatiquement, il est capable de trouver, il serait capable s'il était plugué au système de tickets, le bon ticket en relation avec ma demande. Il serait capable de me donner un état des lieux de l'avancée de cette demande et de me donner une estimation du délai restant. Et tout ça de manière automatique. D'accord ? On pourrait imaginer rentrer ça dans un workflow complètement automatique sans administration d'utilisateurs humains. Hop. Un autre cas d'usage intéressant, c'est la génération de contenu, la création de contenu from scratch. L'IA, aujourd'hui, ne fait pas en fait que comprendre le langage. L'IA est capable de créer aussi. Elle prend la plume pour vous. Grâce à ces solutions, le processus créatif, en fait, qui est de temps en temps, qui amène souvent un syndrome de page blanche, va disparaître. Shopify propose un produit qui s'appelle Magic et qui est déjà utilisé largement par plein de retailers, qui permet d'automatiser la création de fiches produits ou de la création d'email marketing. Ici, on va juste, entre guillemets, utiliser le LLM pour prendre des caractéristiques produits et les transformer en un argumentaire de vente. Amazon propose la même chose sous le produit, quasiment la même chose, sous le produit Enhance My Listing, où les vendeurs tiers vont pouvoir en fait bénéficier de la puissance de la GenAI de Amazon pour générer également leurs fiches produits. Amazon publie pas mal d'informations là-dessus et nous dit qu'aujourd'hui, 90% du contenu qui a été généré par l'IA par ces vendeurs tiers est utilisé tel quel. C'est un gage de qualité déjà pour ces vendeurs. Et le ressenti de la qualité des annonces par les utilisateurs a bondi de 40%. Donc ce sont des vraies métriques avec des vraies personnes qui ont évalué ça. On se rend compte du coup que rapidement, on peut scaler en production la mise à disposition de produits avec un niveau de qualité qui est peut-être meilleur que ce que nous, humains, on aurait pu faire.
Wayfair va un peu plus loin dans l'utilisation de la GenAI pour la créativité. Wayfair utilise des solutions pour enrichir massivement son catalogue. On va aller au-delà en fait de la description. On va aussi améliorer la catégorisation des produits, par exemple. Dire là ici c'est un t-shirt, je le mets dans la boîte des t-shirts. Donc c'est fini le fait d'avoir des t-shirts enfants en taille XXL. Normalement, avec la GenAI, on peut répondre à ces problématiques. Pour le cas de Wayfair, on ne va pas être juste sur la génération de contenu, on va parler de génération de métadata ou d'enrichissement sémantique. Unilever propose aussi un autre produit qui s'appelle Homer, qui automatise ici la création des fiches produits, non pas à destination des clients finaux, mais à destination en fait, du e-commerce directement. Donc il propose des fiches pour Carrefour et autres entreprises. Ces exemples en fait, montrent que rapidement, on peut avoir du contenu qui va être pertinent, optimisé, personnalisé à une échelle en fait, qu'on ne pouvait pas atteindre jusqu'à maintenant. Et pour nous, développeurs, ce ne sont que des API qui seront intégrés dans nos CMS ou dans nos PIM. Je vous propose une nouvelle démo. Hop, je vais reprendre mon petit assistant Race, s'il veut bien. Et ici, je vais partir d'un modèle standard. Je pars de Gemini, donc un modèle Google que Google met à disposition. Et je vais ajouter un certain nombre de fichiers pour faire, comme les autres solutions, dire, tiens, je te donne des infos. Donc là, je lui donne que des photos d'un vélo. Et je vais lui donner quand même un petit prompt qui va bien pour lui dire ce que j'attends de lui. Donc là, j'ai juste donné des photos et je vais lui dire de gérer, on va même enlever la partie Shopify, comme ça je ne fake pas le modèle. Je lui dis juste de générer une description de ce vélo cargo vert. Et en théorie, il va me proposer quelque chose que vous pourriez trouver sur le site de Decathlon en l'occurrence, c'est un produit Decathlon. Ça mouline un petit peu parce qu'ici, il est obligé d'analyser les images pour trouver les caractéristiques des produits. Dans la vraie vie, on partirait plutôt des caractéristiques du produit directement et pas des images. Mais c'est intéressant en fait, de montrer que ces modèles multimodaux sont capables aussi de s'interfacer directement avec ce type d'informations. Donc on serait capable de lui donner les informations sous format textuel, mais aussi sous format vidéo, PDF et autres. Ce que j'ai demandé au LLM, c'est de générer du contenu, générer une description pour ce vélo en mettant en avant l'aspect famille, parce que c'est bien à ça que sert un vélo cargo. Et c'est vraiment ce qu'on va retrouver en fait dans la description. Vous voyez, il parle de mobilité simplifiée pour la famille, l'assistance électrique, il a parlé du cadre, et en fait, derrière, il nous parle à nous directement, les parents qui souhaitent emmener leurs enfants à l'école, et qui a un vélo long tail, qui l'utilise comme ça, je pense que je fais plutôt mouche. Et ça, encore une fois, c'est juste un modèle standard, je n'ai pas personnalisé. Donc on pourrait aller beaucoup plus loin dans la qualité, on pourrait lui dire, voilà le type de retour attendu, quel est le format, quelle est l'identité de la marque, voici comment tu dois parler au consommateur. Et si on voulait faire comprendre à notre site e-commerce le style de vêtements qu'on voulait. En fait, j'ai un événement, je veux juste lui expliquer quel type d'événement j'ai, quel budget je peux avoir. Et c'est exactement en fait ce que la GenAI permet de faire. Au-delà du simple moteur de recherche, aujourd'hui on va retrouver des moteurs d'intention, des moteurs qui comprennent les nuances en fait, et qui vont nous permettre d'avoir une recommandation qui va être beaucoup plus personnalisée dans notre recherche. C'est ce que propose Myntra avec le produit MyFashionGPT, où on va pouvoir demander à l'application directement, je vais à un mariage sur une plage à Goa, que me suggères-tu comme tenue ? L'IA va proposer des tenues qui sont complètes, de la tête aux pieds, qui vont vraiment être personnalisées pour cet événement. D'accord ? Myntra a publié aussi des informations et ils disent que le taux d'engagement est monté en flèche, mais surtout que le taux de conversion, donc le fait de passer du panier au paiement, a triplé grâce à ces solutions. Donc on propose des produits qui sont vraiment destinés à l'utilisateur qui se trouve en face de l'écran. Avec ce genre d'outils, finalement, on n'est plus sur juste un moteur de recherche, on va être sur un outil qui comprend profondément en fait, la sémantique et on va avoir une conversation qui se rapproche d'une conversation avec un styliste personnel. Le LLM est entraîné sur le langage, mais aussi sur les données de mode pour comprendre les styles, pour comprendre les occasions et éviter de se retrouver avec des tenues un peu farfelues. Un autre exemple qui peut être cité, Zalando intègre une solution basée sur ChatGPT pour aider aussi ses clients à définir leur style. Donc c'est vraiment des solutions qui arrivent, qui émergent, et je vous invite à être assez vigilant en fait quand on fait des recherches sur ces sites de vêtements et essayer en fait de taper « je vais à un événement et que me proposes-tu » Alors,
Je l'ai dit, hein, ces systèmes vont vraiment être là pour comprendre l'intention, le style et le contexte. Donc ça va demander aussi à vos clients une période d'adaptabilité, d'adaptation, pour utiliser au mieux en fait, ces différents nouveaux moteurs. On va vraiment aller vers un système, vers des systèmes où l'IA sera capable de parler mode en comprenant les nuances, peut-être en étant plugué sur les réseaux sociaux pour comprendre ce qui va se passer plus tard. Et vous vous en doutez, j'ai prévu une démo. On va reprendre notre assistant Raise et on va faire une nouvelle conversation. Encore une fois, je vais utiliser juste Gemini et j'ai récupéré, vous allez voir, j'ai triché, il faut juste que c'est petit, je ne vois pas tout. On va prendre celui-ci. J'ai récupéré un extrait, bon celui-ci ne veut pas, on va prendre un autre. J'ai récupéré un extrait du site de Jules, que j'ai transformé en PDF. Et il n'a toujours pas envie, l'effet démo, il fallait que ça arrive. Du coup, on va faire autrement. On va prendre juste une image. J'avais prévu le cas. Pouf. Donc là, j'ai un screenshot, vous ne le voyez pas vraiment, du site de Jules. Et ce que je veux, en fait, c'est trouver des tenues pour un événement particulier. Donc là, pour éviter de faire des fautes de frappe, je recopie-colle. Donc j'ai besoin d'une tenue décontractée. Pourquoi? Pour une journée à la plage avec mes amis. Donc j'explique vraiment au LLM ce que je veux. Ici, je lui demande une tenue complète et je vais en même temps lui dire que j'ai un certain budget. Donc pour cette journée, pour cette tenue, j'ai un budget de 100 € uniquement. Et je vais lui demander de me détailler un petit peu ses propositions. Donc là, encore une fois, le LLM va aller chercher les différentes informations et va me fournir des résultats. Donc là, il prend en charge mon image, il prend en charge ma demande. Ça mouline un petit peu le temps de comprendre la totalité des produits présents sur l'image. Il y en a quand même une petite quantité. Et il me propose ici un t-shirt imprimé Japon à 19,99 €. Un maillot de bain, c'est pratique pour une journée à la plage, à 19,99 €. Les chaussettes avec les espadrilles, je ne suis pas certain. Mais je ne juge pas, franchement. Voilà. Ok, c'est cool, j'ai ma tenue. En théorie, si on fait la somme, on arrive bien aux 85,94 €. Du coup, il est dans la target. Bon, seulement, j'ai mes potes qui m'ont appelé, ils m'ont dit après cette journée, on va quand même aller se faire un petit barbecue. Je ne vais pas faire la soirée en maillot de bain. Donc, je lui dis après, j'ai un barbecue, il faut que tu complètes la tenue. Ok, il réfléchit à nouveau, il regarde ce qu'il y a à disposition. Et effectivement, barbecue en soirée, il va peut-être faire un peu frais, on va compléter par un sweat. On remplace le maillot de bain par quoi? Par un bermuda. Et les espadrilles, en soirée, c'est moyen, on va mettre des baskets. Et là, les chaussettes, peut-être que ça a un sens. Mais vous voyez en fait qu'il est capable de se souvenir, de se remémorer, et il interagit toujours avec le même jeu de données en fait. Donc imaginez en fait la puissance de cet outil intégré directement avec votre catalogue de produits et avec une compréhension en fait des intentions de vos utilisateurs. C'est juste dingue. Et pour votre utilisateur, l'effet, il est juste waouh. Moi, j'ai juste demandé en fait une tenue pour un budget, pour un événement. J'ai directement ça, je clique sur ajouter sur un panier, j'ai le paiement en un clic, j'ai même pas réfléchi en fait, je vous fais confiance. La GenAI, ici, j'ai montré que ça automatisait, que ça optimisait des processus. Mais ça peut aussi être un partenaire de co-création. C'est ce que vous faites quand vous utilisez des solutions comme Imagen ou DALL-E. Vous allez créer des images. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, l'IA devient vraiment un partenaire de co-création, ouvrant des horizons en fait, qui sont quasiment inédits dans l'expression en fait, artistique ou dans la communication de la marque. Et ici, on va prendre la créativité humaine, les capacités de génération de l'IA, et on va unir tout ça en fait, pour avoir une expérience qui va être améliorée. Deux exemples sur lesquels je souhaite insister. D'abord Coca-Cola avec leur initiative Create Real Magic, excusez-moi pour l'accent, où Coca-Cola n'a pas juste utilisé l'IA en interne pour des processus. L'idée de Coca-Cola, ça a été d'inviter le monde à co-créer des solutions artistiques, des chefs-d'œuvre pour certains, juste avec les symboles en fait iconiques de la marque. L'ours, la bouteille, vous voyez la bouteille, de toute façon, je n'aime pas besoin de vous la décrire. Et ici, l'IA est vraiment un partenaire dans la création artistique. Le résultat en fait, de cette initiative, au-delà du petit buzz que ça a pu faire, c'est qu'il y a des affiches, des résultats d'images générées qui ont été affichés à Times Square. Vous voyez du coup le niveau de qualité que ça peut avoir. Pour s'interfacer avec ce type de modèle, il y a une clé à maîtriser.
c'est le prompt. On va parler maintenant de nouveaux métiers, le prompt engineer qui est capable de mieux parler au LLM, c'est l'homme qui murmure au LLM. C'est vraiment ça la clé en fait aujourd'hui, c'est la manière d'interagir avec ces solutions. Je ne sais pas si vous avez vu le film Barbie, mais à ce moment-là, Mattel a eu une idée aussi en disant « Tiens, je vais peut-être utiliser un générateur de selfie boosté à la GenAI pour travailler en fait une campagne marketing ». Et là, on a eu un vrai buzz marketing viral avec cette campagne où chacun en fait pouvait faire un selfie dans l'univers de Barbie avec la GenAI. C'est hyper intéressant parce que là, on va travailler l'engagement utilisateur, on va lui permettre de générer du contenu pour avoir une adhésion à la marque beaucoup plus forte en fait. Je m'intègre dans une situation, je suis avec Barbie, je suis dans l'univers de Mattel, c'est quoi l'étape d'après ? Je vais acheter une Barbie, je vais acheter le bon goodies. Et c'est vraiment ça en fait que va permettre ce type d'IA, c'est d'abord de déployer plus rapidement de nouveaux contenus, mais aussi de travailler directement en fait avec vos clients pour une expression du besoin qui va être quasi inédite et hyper puissante pour le coup. Oups, c'est pas ça que je vous montrais. On va faire une autre démo. Hop là. C'est pas celui-là. C'est un peu petit là-bas, je suis désolé. Hop, on va prendre celui-là. Je vais vous montrer qu'on va pouvoir créer des images assez sympas et pourquoi en fait le prompt c'est important. Donc là je vais utiliser Imagen qui est le modèle de Google. Je vais reset. Oups. Pas de spoil, vous avez fermé les yeux de toute façon, c'est bon. Et je vais lui donner un petit message. Quand je dis un petit message, c'est pas si petit que ça finalement. Le LLM, si vous lui dites génère-moi un mouton, il va vous générer un mouton. Après, dans quelle situation, sous quel format, etc., vous avez peu de chances de savoir. Le but, en fait, de ces solutions, ça va être d'être vraiment dans la description de ce que vous voulez et comment vous voulez, de quelle manière vous voulez le résultat. En gros, il faut vous mettre dans la peau du photographe. J'ai une photo à faire, c'est quoi mon idée? Quelle est la représentation que je veux avoir de ces personnes? Avec quel appareil je vais faire cette photo? Avec quelle luminosité? Si vous donnez toutes ces informations en fait, au moteur, au LLM, en théorie, vous avez une photo qui va être beaucoup plus sympa. Donc là, ici, je vais demander de générer une photo de deux copains qui partagent un Coca-Cola. Donc je suis vraiment dans la target de ce que me présentait en fait Coca-Cola. Vous voyez ici, avec des résultats qui sont plutôt sympas, on va prendre une aléatoirement, ça donne vraiment un rendu en fait qui est sympa. J'ai juste pris du temps à écrire un prompt. Oups. Et parce que j'ai envie que vous jouiez aussi avec moi avec ces solutions-là, je vous ai mis un petit QR code, sortez vos téléphones, vous pouvez scanner, vous allez arriver sur une interface qui va ressembler à Bon, je vais le faire après. Vous allez arriver sur une interface, on va vous demander vos coordonnées à but de tracking, et derrière, vous allez pouvoir générer des images. Il y a un jeu quand même sur le stand de Sphère où vous allez retrouver en fait la même animation, c'est la même application qui sera utilisée, vous avez jusqu'à 5 images à générer par personne. Et la thématique, c'est votre pire cauchemar de dev. Donc on veut avoir des choses qui font peur. Et celui qui gagne ce challenge, il y a du coup 2 tirages au sort chaque jour, aura la chance de gagner des super goodies. On a des Lego, on a des super pins, on a des super chaussettes pour ceux qui voient. Donc n'hésitez pas à jouer, venez nous voir sur le stand et on parlera un peu plus longuement de ça. Un autre domaine où l'IA générative va avoir énormément d'importance, c'est dans la façon dont on va bâtir notre relation avec les clients. Cette relation, elle va être beaucoup plus personnalisée, véritablement intime, avec une efficacité en fait qui va être redoutable. On va vraiment avoir l'impression que le message qui m'est destiné, mais vraiment destiné en fait. Je ne fais pas partie d'un groupe d'utilisateurs, c'est vraiment moi en tant que personne. Et des plateformes comme eBoost proposent en fait la création d'AI persona, où des modèles intelligents GenAI vont capturer l'essence segment de typologie client pour permettre à la marque en fait, de leur parler de manière ultra ciblée. On a des solutions comme Bolmetric qui vont combiner ce même type d'AI persona, mais en même temps avec une représentation graphique. Et là, l'intérêt, en fait, c'est que moi, en tant qu'utilisateur de marque, je vais pouvoir leur parler directement en fait, dans mon navigateur. Je vais vraiment avoir l'impression d'avoir un individu représentatif dans mon navigateur. Je suis un peu pressé, du coup, je vais vous faire la démo en vitesse. Hop, sinon, je n'aurai pas le temps de tout faire. Donc, je reprends mon petit assistant. Il est où? Il est là. Et je vais prendre un nouvel assistant que j'ai préparé pour vous, qui s'appelle Marie. Le but de cet assistant, c'est de se mettre dans la peau d'une Parisienne de 32 ans, qui s'appelle Marie Dupont, qui est cliente d'une entreprise de beauté, ici Sephora.
Et en fait, moi, en tant que Sephora, j'ai récolté pas mal d'informations sur Marie, donc ses différents achats, ses interactions avec la marque sur les réseaux sociaux, et peut-être quelques préférences en fait de Marie que j'ai pu récolter de ci, de là, par des formulaires, par les contacts qu'elle a pu avoir avec les vendeuses, etc. Je n'ai pas donné plus d'informations que ça reste un modèle cloisonné de base, et celui-ci n'est pas connecté à Internet. Et ici, j'ai juste en fait un lancement de gamme, et je vais lancer un nouveau produit, je veux savoir si Marie peut être cliente de cette solution, de ce produit. Et donc là, je lui donne les nouvelles caractéristiques, la manière dont je vais parler de ce produit sur les réseaux. Et ici, le LLM me répond que cette gamme correspond parfaitement à mes besoins. Donc en fait, le LLM s'est vraiment mis dans la peau de Marie. Et moi, en tant que product owner de ce nouveau produit, je peux directement interagir avec Marie pour comprendre pourquoi c'est un bon produit. À l'inverse, je peux créer un autre type de produit, beaucoup moins dans la cible, vraiment moins dans la cible de Marie, où ici on va avoir quelque chose un maquillage beaucoup plus marqué, pas du tout dans le naturel, dans le bio et dans les valeurs de Marie. Et là, très rapidement, on a le même type de retour, donc c'est une réponse textuelle, où finalement Marie avoue que ce n'est pas du tout sa zone de confort et qu'elle est plutôt adepte du maquillage, etc. Donc très rapidement, je suis capable comme ça d'interagir avec des e-personas qui se basent sur des données historiques que j'ai de différents types d'utilisateurs. Et ça me permet en fait de me rassurer avant de lancer un produit sans avoir besoin d'une vraie campagne de communication. Et ça, on peut aller beaucoup plus loin. On peut optimiser maintenant des plans de magasins, par exemple, avec ce type de solution aussi. Un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est les données. Historiquement, je suis data engineer, du coup, ça me parle. Et en fait, la plupart du temps, en tant que data engineer, on est sollicité pour comprendre en fait ce que font les données, écrire des requêtes SQL super longues et pas toujours propres. Et au final, on a très peu de valeur ajoutée. L'IA générative va nous permettre d'explorer beaucoup plus librement les données par le langage naturel. Et donc des utilisateurs métiers sans compétences SQL, sans compétences data, vont être capables en fait de créer des dashboards, de poser des questions sur des données que vous auriez stockées déjà auparavant. On va pouvoir par exemple avoir des populations type responsable marketing qui vont poser la question à un outil de BI, quel a été le ROI de telle campagne sur une cible Y. Ou un responsable de magasin va pouvoir dire quels sont mes produits les moins performants cette semaine et peut-être même ouvrir la discussion avec un « et pourquoi ». Et là, suivant la solution que vous allez avoir, suivant les données que vous avez à disposition, le dashboard va se construire et vous amener une certaine valeur. Des outils comme Tableau et ChatGPT, comme Power BI avec Copilot ou Looker avec Vertex permettent aujourd'hui déjà de répondre à ces problématiques. Et les impacts, alors je prépare la démo en même temps que je parle, l'impact est majeur parce qu'en fait, ça va libérer la donnée au sein de l'organisation. Donc ça veut dire que vous, en tant que data engineer, développeur, vous avez plus de temps pour faire des choses qui amènent de la valeur, des rapports peut-être un peu plus complexes, s'assurer que la stack data est à jour, construire une architecture beaucoup plus avancée. Et vos utilisateurs, eux, se sentent autonomes et se sentent capables d'aller chercher l'information sans avoir besoin de vous. Ici, je vais changer d'outil. Je prends Google Gemini, le officiel, celui de Google, le produit grand public, et je lui dis, affiche-moi un dashboard, un graphique exposant les ventes par région. Et je lui donner juste un Markdown, ici un tableau Markdown, et le résultat est assez bluffant. Il me génère directement le graphique avec la répartition des ventes par région. Je suis capable de télécharger ça directement pour l'inclure dans une présentation PowerPoint, Google Slide ou autre. Et là, je n'ai pas fait grand-chose, j'ai juste exprimé mon besoin, ça a été s'interfacer, le LM s'interface en fait avec mes données et arrive à construire comme ça des solutions en quelques, même pas secondes. Dernier cas d'usage que je voulais aborder avec vous, qui est un sujet pour moi essentiel. Comment l'IA peut contribuer à une mode plus inclusive et représentative? Il ne s'agit pas juste d'efficacité quand on utilise la GenAI. La GenAI peut aussi avoir un impact sociétal. Levis, avec le partenariat avec La La Land, explore l'utilisation en fait, de la GenAI pour générer des mannequins à la volée. L'idée, ce n'est pas de remplacer en fait, les humains, c'est de compléter les photoshoots qui ont pu être faits en fait, par la marque. Souvent, quand on fait un photoshoot, on prend un mannequin, sur une journée, on lui fait essayer X tenues, et puis finalement, on a le book en fait, pour la saison. C'est assez dur, du coup, en tant que client, de se projeter avec le vêtement sur soi, si on a une morphologie peut-être différente. Donc ici, l'idée de Levis, c'est d'aider chaque client, à mieux visualiser en fait, le vêtement sur différents types de corps, différentes couleurs de peau, différents âges. Et ça me permet comme ça de voir le vêtement sur moi et de me sentir vraiment considéré.
Zalendo travaille aussi sur ce type de solution et vous allez voir en fait ça apparaître au fur et à mesure du temps. Alors Zalendo va un peu moins loin parce qu'en fait les morphologies sont déjà établies, mais ça reste quand même hyper sympa. Et Walmart a racheté un produit qui s'appelle Z-Kit, qu'ils ont packagé sous le nom Be Your Own Model, qui propose effectivement la possibilité de créer des mannequins virtuels pour essayer les vêtements, mais vous avez aussi la possibilité, en décrivant en fait votre morphologie ou en fournissant une photo de vous, de générer des avatars et d'habiller ces avatars. Ça vous permet directement en fait, de voir le rendu sur vous. Là, ici, on parle de Virtual Try-On, photoréaliste, boosté par la GenAI. Et ça, on va essayer d'en faire une petite démo aussi rapide. Hop là. Comment je vais faire? On va repartir. Non, on va partir de celle-ci. Alors j'ai triché. Encore une fois, j'ai fait un prompt avant. Et je vais vous montrer pourquoi c'est important de le faire avant, parce qu'il est assez costaud. Tac. Alors, hop. Donc on reste sur Imagen. Et là, ça c'est le prompt en fait qui me permet de générer le mannequin qui correspond à un cas d'usage. Alors ici, je vous avoue que je n'ai pas tout écrit. J'ai pris une photo d'un retailer du Nord. J'ai demandé au LLM de le décrire comme étant le prompt parfait et je l'ai réutilisé tel quel. Donc on arrive en fait à avoir ce type de rendu en fait où on a quand même quelque chose qui est vraiment très qualitatif jusqu'à la génération en fait du petit logo qui va bien. Une fois qu'on a ça, c'est cool parce qu'en fait, je peux me projeter. Si j'avais donné une photo de moi, ben, j'aurais pu avoir ma tête en fait à la place de la personne qui était le mannequin d'origine. Ce que je veux faire maintenant, c'est dire, je vais prendre cette photo et je vais aller un petit peu plus loin. Je vais utiliser en fait une solution comme Vertex AI, donc au sein de Google. Et puis comme j'ai pas le temps, je vais vous montrer le résultat directement. Si ça n'a pas rafraîchi, ça rafraîchit. Je vais lui donner une petite image de l'image générée. C'est celle-là. Donc je l'avais préparé un peu en avance, et je vais lui demander en fait à cette IA, donc vraiment, là je suis dans un use case que vous pourriez retrouver, donc j'ai donné une image, je veux générer une vidéo. L'idée en fait de ce use case, c'est de dire, vous avez un client, il a envie d'essayer un vêtement, comment on fait? Vous avez une caméra sur vos laptops, maintenant vous avez des caméras sur les mobiles. Premier élément, je capture une photo de la personne. Deuxième élément, je prends un LLM, je demande au LLM de décrire cette personne comme étant le prompt parfait. Je vais modifier le prompt pour dire la tenue que la personne portait, c'est pas ça, c'est finalement tel vêtement. Ça va me générer une première image ou un jeu d'images. Je vais choisir peut-être la photo qui me correspond le plus et automatiquement, en quelques secondes, peut-être minutes, j'espère pas, on va retrouver en fait une vidéo qualitative du vêtement porté par un utilisateur. Et là, vous comprenez que je suis en train de meubler parce que ça prend un peu plus de temps que ce que j'espérais. Et le chrono tourne. Donc on va laisser ça. Ah bah non, pas besoin. Et donc là, on a vraiment le résultat par rapport à la première photo et la description que j'ai pu donner du vêtement porté. Vous voyez en fait que j'ai juste donné une photo de face de cette personne. Le modèle est capable aussi d'inférer, de projeter en fait son dos parce que c'est ce que je lui ai demandé en fait. Donc très rapidement, vous pouvez intégrer ces API directement dans vos applications. Ici, c'est vraiment une API que chacun peut utiliser au sein de la stack de Google. Hop là, revenons au slide. Alors on a fait un tour d'horizon ici assez rapide, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour vous présenter la totalité des infos, et on pourrait parler de plein d'autres use cases, la traduction de fiches produits en quasi temps réel en gardant l'intention de la marque. On pourrait parler de use cases qui vous parleront un petit peu plus, avec des PR qui seraient quasi automatisés pour générer la documentation, s'assurer que la qualité de la code base n'est pas dégradée. On pourrait, j'ai parlé tout à l'heure d'optimisation des plans de magasin, on pourrait aussi parler de gestion des stocks en quasi temps réel en analysant les tendances sur les réseaux sociaux. Autant de use cases en fait qui font que l'IA générative est un potentiel immense qu'il va falloir adopter. Adopter. Ce potentiel, il vient quand même avec un certain nombre de responsabilités et de challenges. Alors, au-delà des use cases qu'on a pu voir et des cas qui, j'espère, vous auront inspiré, il est quand même essentiel de garder les pieds sur terre quant à l'usage de la GenAI. Effectivement, aujourd'hui, c'est plutôt un buzzword. On se rend compte que l'intérêt pour ces solutions est immense, souvent justifié. Maintenant, il faut quand même mesurer ça. Et comme toute technologie de rupture, son déploiement en fait, va comporter certains défis. Il y en a quelques-uns que j'aimerais partager avec vous. Le premier, c'est la qualité de la donnée. Comme on dit, garbage in, garbage out. Si vous donnez des données pourries à votre modèle, il y a de grandes chances en fait, que le résultat va être tout aussi non qualitatif. Donc ici, il va falloir continuer à penser qualité de données, gouvernance, ingénierie de la donnée.
Et ça va vraiment être essentiel pour pouvoir avoir des cas d'usage qui répondent parfaitement en fait, à vos enjeux. La deuxième chose, c'est tout ce qui est autour de l'éthique et de la responsabilité. Comment on va gérer les hallucinations d'un modèle? Quand un modèle va dire n'importe quoi ou générer n'importe quoi, comment on fait pour gérer ces cas-là? Quid aussi de la propriété intellectuelle? Les images que j'ai pu générer, les vidéos que j'ai pu générer, elles m'appartiennent, elles appartiennent à Google. On ne sait pas trop aujourd'hui. Que se passe-t-il aussi quand le LLM va envoyer des messages d'erreur? On n'est pas à l'abri, en fait, qui nous dit juste « je ne sais pas ». Et donc ce terrain-là, en fait, il est en pleine évolution réglementaire et il va falloir qu'on suive ça aussi, nous, en tant que développeurs. Un autre sujet qui est assez lié, c'est tout ce qui est sécurité et confidentialité. J'ai dit qu'il fallait utiliser des données de qualité. Maintenant, il y a souvent des données personnelles ou des données propriétaires qui vont être utilisées. Il faut s'assurer en fait que nos API soient sécurisées. Il faut s'assurer que les données sont protégées, qu'on n'ait pas la possibilité d'accéder à des données auxquelles le LLM n'aurait pas le droit, et s'assurer aussi des conformités, la RGPD et autres. Et enfin, un point qui est hyper important aussi avec l'usage de la GenAI, c'est la gestion de l'humain, l'aspect humain en fait, la gestion du changement, l'upscaling de certains profils, le rescaling d'autres. En fait, ça devient vraiment indispensable pour que chacun puisse s'épanouir avec ses solutions et ne pas voir la GenAI comme une menace. Alors, il faut que je m'excuse un petit peu. J'ai parlé beaucoup de GenAI et en fait, par moment, ce n'est pas que de la GenAI qui se cache derrière les solutions que j'ai pu exposer. La GenAI, en fait, c'est juste un nouvel outil qui sera dans notre panoplie. La plupart des solutions innovantes vont être composées finalement d'une synergie de briques d'intelligence artificielle. Donc on va garder des solutions de machine learning classiques pour de la prédiction par exemple. On va garder du computer vision pour de l'analyse d'images, même si les LLM commencent à proposer des choses qui sont très qualitatives. On va utiliser la GenAI au-dessus de tout ça, on va saupoudrer tout ça de GenAI pour bénéficier en fait de cette nouvelle capacité de création et d'interaction. La GenAI, c'est juste un vrai nouvel outil dans votre boîte à outils comme vous utilisiez tout ce que vous utilisez actuellement. L'intérêt de cette solution, au-delà de l'aspect AI, c'est l'aspect API en fait, qui s'offre à vous en tant que développeur. Dernière slide. Pour conclure cette exploration, je voulais faire un petit focus sur ce que serait la GenAI demain dans le retail. Mon point de vue, et c'est mon point de vue, et on aura le temps d'en parler sur le stand si vous voulez, c'est que la GenAI sera profondément tissée dans l'expérience retail du futur. On va avoir un impact de la GenAI partout, avec une hyper-personnalisation des expériences, des produits, où chaque solution sera sûrement construite avec ou pour un client. Le commerce conversationnel sera aussi la norme. Je vous ai montré une petite démo de comment on fait pour récupérer des produits pour un événement. Il y a de grandes chances en fait, que ça se démocratise et qu'on arrive à des assistants IA qui vont vraiment être intelligents, proactifs dans notre demande. Il y a aussi de grandes chances que la conception de produits sera révolutionnée par ces outils. On va être beaucoup plus dans une démarche d'innovation. On va pouvoir s'adapter peut-être beaucoup plus rapidement au changement du marché. Et enfin, tout ce qui est expérience magasin va aussi être révolutionné. On commence à parler d'expérience digitale, un mélange de physique et de digital, en fait, où chaque utilisateur en magasin, chaque conseiller sera lui-même augmenté. En guise de conclusion, je voudrais vous laisser un message aujourd'hui. Ce message, c'est un appel à l'action. Le futur du retail s'écrit aujourd'hui avec la GenAI, et vous aurez beau être fervent défenseur de l'histoire, de dire « non, je ne veux pas », il faudra se faire une raison, c'est vraiment le futur. Alors, comment y aller, comment avancer? En fait, c'est le moment en fait, pour vous, d'explorer et d'expérimenter. Alors, avec prudence, avec stratégie, il ne s'agit pas d'ouvrir les vannes et de tester tous les produits du marché, mais surtout, c'est aussi le moment de se former et d'accompagner en fait, les équipes qui seraient peut-être moins techniques dans ces solutions pour identifier les use cases de transformation. Le potentiel de la GenAI est immense et nous, les développeurs, nous avons la chance en fait d'être au cœur de cette révolution. Et je ne sais pas si j'ai le temps, mais le super Axolot le dit, vous pouviez me poser des questions.